Salut la team, suite à la saison 5 de The Crown et sachant que la série romance des faits réels, on pourrait se demander ce qui est vrai et faux dans cette nouvelle salve d'épisodes. Et je vous en parle dès maintenant et n'oubliez pas de me laisser votre avis dans les commentaires et de liker. Let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 12 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. La saison 5 voit le casting changer à nouveau, comme pour la saison 3 et 4. La saison 5 de The Crown couvre les années 1991 à 1997, avec un focus sur le divorce entre le prince Charles et Diana, la famille Al-Fayed et le tristement célèbre Annus Horribilis en 92. Le drame historique de Peter Morgan sur le règne de la reine Elisabeth II a suscité la controverse, en particulier de la part des personnes représentées dans la série, surtout pour la manière dont elle dépeint les événements historiques. De nombreux politiciens et célébrités au Royaume-Uni, comme Judi Dench, ont demandé à Netflix de mettre une clause de non-responsabilité au début de chaque épisode, déclarant que la série n'est qu'une fiction. Avec un tel niveau de controverse autour de la série, il est utile d'examiner à quel point la saison 5 de The Crown décrit avec précision les événements historiques qu'elle décrit. Commençons par le prince Charles et John Major lors de leur discussion sur l'abdication de la reine Elisabeth. John Major a catégoriquement nié qu'une telle discussion ait eu lieu entre lui et le prince Charles. En fait, au Royaume-Uni, John Major est l'une des voix les plus fortes critiquant la saison 5. Il a même décrit la série comme un tonneau d'absurdité. Cependant, l'ancien secrétaire privé de la princesse Diana, Patrick Jeffson, a suggéré que le prince de Galles avait discuté de l'abdication de la reine, mais avec un autre premier ministre et non pas John Major. Continuons sur la relation entre le prince Philippe et Penny. Bien qu'il ait 32 ans de plus qu'elle, le duc d'Édimbourg a en effet développé une amitié étroite avec l'épouse de son filleul, Penny. Avant la sortie de la saison 5, il y avait eu un tollé dans les médias britanniques pour l'émission censée dépeindre une liaison entre Penny et le prince Philippe. Cependant, la série ne décrit jamais leur relation comme autre chose qu'une amitié étroite. Leur amitié était si proche en fait que Penny était le seul membre non familial à assister aux funérailles du prince Philippe au château de Windsor en avril 2021. En raison des restrictions Covid, le nombre de participants aux funérailles était quand même limité à 30. Autre moment qui lie un peu The Crown à Game of Thrones, c'est le moment où Sarah Ferguson se fait sucer les orteils. L'un des scandales les plus bizarres à avoir affligé la famille royale dans la saison 5 s'est vraiment produit. Le Daily Mirror, un tabloïd britannique, a publié des photographies de l'homme d'affaires américain, John Bryan, en train de sucer les orteils de la duchesse d'York alors qu'elle prenait un bain de soleil seins nus. Sorry, children. En août 92. Ferguson, qui s'était déjà séparé du prince Andrew à ce moment-là, a été ridiculisé par la presse britannique et critiqué par la famille royale elle-même. La princesse Margaret a écrit à la duchesse d'York une lettre manuscrite déclarant que Ferguson avait fait honte à la famille après ses photographies honteuses. Et c'était assez marrant dans la série. Passons maintenant à Mohamed Al-Fayed et à Sidney Johnson. Comme décrit dans la saison 5, épisode 3, Moumou, l'homme d'affaires obsédé par la Grande-Bretagne, Mohamed Al-Fayed, a vraiment embauché Sidney Johnson, l'ancien valet du duc de Windsor. Johnson a commencé à travailler pour le duc de Windsor à l'âge de 16 ans et l'a servi pendant plus de 30 ans. Johnson a démissionné de son travail pour la duchesse de Windsor Wallis Simpson en 1973 pour s'occuper de ses 4 enfants. Al-Fayed l'a ensuite embauché comme valet de chambre personnel et le duo a travaillé à la restauration de la villa Windsor, comme le montre la série. Lorsque Johnson est décédé subitement en janvier 90, Al-Fayed l'a décrit comme un gentleman des gentlemen. Passons à la suite avec le moment de Peter Townsend et Margaret. La princesse Margaret a en effet pu retrouver son ancien amant Peter Townsend lors d'une réunion du HMS Vanguard. Les saisons 1 et 2 dépeignent la romance vouée à l'échec entre la princesse Margaret et l'écuyer de la reine Elisabeth, Peter Townsend, et c'est grâce à son rôle d'écuyer à bord du HMS Vanguard que Townsend et la princesse Margaret ont pu se réunir. Cependant, dans la vraie vie, il n'y a aucune preuve publique que Townsend ait écrit à la princesse Margaret avant la fête de la réunion. Qu'en est-il des Romanov ? L'épisode 6 représente le prince Philippe fournissant de l'ADN pour aider à
l'identification des restes des Romanov. Les Romanov, l'ancienne famille royale de Russie, ont été exécutés dans le sous-sol de la maison Ipatiev par des révolutionnaires bolcheviques sur ordre du Soviet régional de l'Oural en juillet 1918. À l'annonce de la découverte de leurs restes dans une forêt voisine de Koptiaki, à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, une identification ADN était nécessaire pour identifier formellement les restes comme étant les Romanov. Comme dans la série, les restes des Romanov ont été identifiés à l'aide du sang du prince Philippe, car il était un descendant de la famille. Jetons un œil sur Martin Bashir et sur l'interview de Diana. L'interview panorama que la série dépeint entre le journaliste Martin Bashir et la princesse Diana a fait l'effet d'une bombe lors de sa diffusion en novembre 1995. Malgré 23 millions de téléspectateurs, des soupçons ont rapidement surgi quant à la manière dont Bashir a pu obtenir l'interview. Une enquête interne de 1996 à la BBC a conclu que Martin Bashir avait utilisé de faux documents pour convaincre Charles Spencer que sa sœur, Diana, était espionnée. Cependant, il a clairement déclaré que Bashir n'avait pas utilisé les faux relevés bancaires pour obtenir un entretien avec Diana. Une enquête distincte de 2020 a ensuite statué que Bashir avait enfreint la conduite éditoriale de la BBC dans ses méthodes utilisées pour obtenir l'interview. Cependant, la princesse Diana elle-même a écrit une note manuscrite indiquant que Bashir ne l'avait pas poussée à participer à l'interview de Panorama. À ce jour cependant, Charles Spencer affirme qu'il n'aurait pas présenté Diana à Bashir sans les faux relevés bancaires. Le directeur général de la BBC, Tim Davie, a présenté ses excuses à Charles Spencer en novembre 2020 pour l'utilisation par Martin Bashir de faux relevés bancaires. Diana était-elle sur écoute? La saison 5 montre que la princesse Diana devient de plus en plus paranoïaque à propos des personnes qui espionnent ses appels téléphoniques, surtout après avoir entendu des clics inhabituels sur la ligne. Malheureusement, il existe en fait des preuves que les appels téléphoniques de la princesse Diana étaient espionnés, car les transcriptions de ces appels ont été divulguées à la presse. Une de ces conversations a conduit au scandale connu sous le nom de Squidgate, du surnom que James Gilby lui a donné lors d'un appel téléphonique privé. Comme le montre la série, le téléphone de la princesse Diana était vraiment sur écoute. Jetons un œil sur le moment où Diana avertit la reine pour l'interview. Dans la vraie vie, la princesse Diana n'a pas directement averti la reine Elisabeth de l'interview de Panorama. La reine a été informée à l'avance, mais pas par la princesse Diana elle-même. Au lieu de cela, la tâche a été confiée au secrétaire privé de Diana, Patrick Jeffson. Celui-ci a appelé le bureau de la reine sur un téléphone de voiture alors qu'il se rendait à un engagement officiel avec la princesse Diana. Cela signifie que la scène où Diana parle à la reine Elisabeth de l'interview en face est complètement fictive. Qu'en est-il du Tampongate? La fuite en 93 de la conversation téléphonique intime entre le prince Charles et Camilla Parker Bowles de 1989 s'est vraiment produite et elle a foutu un sacré bordel. Une transcription de la conversation complète a été publiée par la presse britannique et a provoqué un énorme scandale, d'autant plus que Charles et Camilla étaient mariés à d'autres personnes à l'époque. La publication de la transcription a également conduit au divorce entre Camilla et son mari de l'époque, Andrew Parker Bowles. Et alors, c'est quoi cette histoire de Diana qui se déguise? Comme le montre la série, la princesse Diana portait vraiment des déguisements en public alors qu'elle sortait avec le chirurgien. La série représente Diana avec une perruque brune et des lunettes de soleil pendant qu'elle attend que Khan arrive au cinéma pour leur rendez-vous incognito pour regarder le film Apollo 13. Dans la vraie vie, Diana portait des perruques sombres et des lunettes de soleil pour tenter de se fondre dans le public avec Khan. Diana et Khan sortiront ensemble pendant 2 ans, entre 95 et 97. Elle a commencé à voir le fils de Mohamed Al-Fayed, Dodi, plus tard en 97. Et pour finir, est-ce que Dodi a vraiment largué Kelly Fisher? Dans le dernier épisode de la saison 5, la mannequin et aspirante actrice Kelly Fisher est présentée comme la fille que Dodi Al-Fayed est déterminée à épouser malgré la désapprobation de son père. Dans la vraie vie, Fisher et Al-Fayed se sont fiancés en 1996, tandis que, dans la série, le moment de leur fiançailles est changé à l'été 1997. Fisher a affirmé que Dodi l'avait largué au téléphone peu de temps après avoir rencontré Diana. Elle a ensuite tenté de poursuivre Dodi pour l'avoir largué, mais a abandonné le procès après la mort de Dodi et Diana.
Voilà, ce sont juste des petits ajustements qui sont normaux pour une fiction comme The Crown. Toi, qu'est-ce que tu en penses et surtout qu'est-ce que tu as pensé de la série? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.